Aujourd'hui, dans le parcours SFE, donc un pas vers l'avenir, on va parler de la stratégie de l'océan bleu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Là, peut-être que vous pouvez réagir dans le chat, ou je sais que des fois, dans la gestion des participants, il y a des petits onglets, là, yes, no, là, peut-être me dire à travers ces petits onglets là en dessous, là, si vous avez déjà entendu parler de cette expression, de ce concept de la stratégie de l'océan bleu. Non, vous ne connaissez pas. Ok. Un peu, pas en détail, pas du tout, d'accord. Ok, parfait. Merci pour vos retours. Alors, vous allez voir que c'est une approche d'innovation qui est assez intéressante puisqu'elle permet de réfléchir à son positionnement par rapport dans son industrie, par rapport à sa compétition, par rapport à ses concurrents, et puis qu'elle donne des outils là aussi très visuel pour essayer de définir comment on est positionné dans son secteur concurrentiel et comment trouver des pistes d'innovation intéressantes qui vont vous permettre justement de trouver votre océan bleu, c'est-à-dire de créer un nouveau marché, de créer une nouvelle demande au sein de votre industrie ou à proximité de votre industrie. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. On va prendre ce petit moment pour se déconnecter un petit peu de l'actualité et puis prendre de la hauteur sur vos activités. Donc, pour celles qui étaient présentes lundi, je me représente rapidement. Donc, je suis conseiller, formateur, coach à l'École des entrepreneurs du Québec. J'ai une expérience d'entrepreneur dans le domaine des relations publiques et du marketing. J'ai formé beaucoup euh, d'apprenants. J'interviens aussi dans des universités, écoles d'ingénieurs. Mon domaine d'expertise, c'est plutôt tout ce qui touche autour de la stratégie, du marketing, de l'innovation. Et puis, j'ai eu une expérience dans les industries de la banque, de l'assurance, de l'automobile, des relations publiques et puis de la formation professionnelle. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va parler de compétition. Alors, je voudrais vous poser une, une première question finalement. Est-ce que dans vos domaines d'activité, vous avez le sentiment qu'il y a de la compétition, qu'il y a beaucoup de compétition? Donc, vous pouvez me répondre, soit vous voyez dans le petit module de gestion des participants, si vous cliquez dessus, vous avez le petit onglet, deux petits onglets yes et no. Donc, peut-être taguer l'un des deux si vous êtes dans un domaine très compétitif ou plutôt dans un domaine qui l'est un peu moins. Est-ce que tout le monde a accès à ce... Je vois que j'ai déjà une réponse. Fadila, notamment. Sabine aussi, ok. Trois réponses. Plutôt oui. Plutôt dans un domaine où il y a de la compétition. Donc, je pense que vous n'avez pas toutes trouvé l'endroit où ça se trouve. Donc, effectivement, je prends aussi les réponses qui arrivent sur le chat. On va dire donc plutôt des domaines où vous avez de la compétition. Donc, ça tombe bien. On va réfléchir ensemble comment utiliser quelques outils de la stratégie de l'océan bleu pour produire de l'innovation et puis avoir une réflexion un petit peu qui sort du cadre traditionnel de votre secteur, de votre industrie, puis penser en dehors de la boîte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette stratégie de l'océan bleu? Il faut savoir, quand on regarde aujourd'hui les grandes méthodes d'innovation qui existent depuis, on va dire, 10 ou 15 ans, il y en a trois qui ressortent principalement. Donc, c'est les trois donc, qui font l'objet du cycle d'innovation que je présente. La première, en fait, c'est tout ce qui a trait à la modélisation d'affaires, ce qu'on appelle le business model generation, utiliser des matrices de business model pour décrire en fait son modèle d'activité, pour essayer d'innover, d'inventer des nouvelles façons de modéliser son entreprise. Le deuxième, c'est le Blue Ocean Strategy, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis le troisième, c'est le Design Thinking, la pensée design. Et ça fera l'objet d'un atelier, je crois, la semaine prochaine. Alors, on en revient à la stratégie de l'océan bleu. Quand on regarde un peu le slogan de
de cette approche-là, en fait, l'idée, c'est de permettre à des entreprises, mais pas que des entreprises, en fait, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'avec le temps, peut-être des OBNL, des OSBL, parfois des collectivités publiques, des associations caritatives reprennent en fait ces concepts-là de réflexion et puis vont travailler en fait une innovation créative, vont travailler leur créativité pour éviter finalement de se retrouver mêlés à un champ concurrentiel et pour éviter d'être noyés finalement dans la masse des produits et des services ou des expériences proposées par l'ensemble des concurrents d'un secteur d'activité. Alors, pourquoi cette méthode? Moi, je l'ai expérimentée à titre professionnel. Donc, j'ai eu une carrière qui a commencé dans des grands groupes internationaux, notamment dans le domaine de l'assurance. Et puis, quand on se penche sur le domaine de l'assurance, je pense que vous avez tous des contrats d'assurance personnelle, automobile, habitation, assurance vie, peu importe. Vous apercevez que c'est très compliqué en fait de faire la distinction entre les contrats des différentes compagnies d'assurance. Donc c'est un domaine, un secteur d'activité dans lequel il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de produits, beaucoup de services qui se ressemblent. Les produits sont souvent banalisés, indifférenciés, c'est une industrie à faible croissance. Moi, quand j'y ai travaillé, en fait, dans les années 2000, on a vu progressivement en fait monter la concurrence des banques, des réseaux bancaires, qui avaient justement cette proximité des clients, ce maillage des territoires pour vendre aussi, en plus des produits financiers, des produits d'assurance. Et donc, au final, ça a donné une guerre des prix. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le concept de stratégie Océan Bleu, que je l'ai travaillé avec mes équipes, que je l'ai adapté, et puis avec lequel on a pu justement faire de l'innovation, créer des nouvelles approches, des nouveaux services, et ça nous a considérablement je dirais, boosté en termes de revenus, en termes de profits sur un secteur qui était, je dirais, pas simple pour faire de l'innovation. Alors, cette stratégie de l'Océan Bleu, en fait, elle consiste à penser en dehors de la boîte de votre industrie, ce qui veut dire déjà qu'il faut comprendre dans quelle industrie vous évoluez, ce qui n'est pas... vous allez voir une chose assez facile, mais on va le voir au fur et à mesure de la présentation. Alors, d'où ça vient? Je vous fais un rapide historique sur la stratégie de l'Océan Bleu, comme vous êtes nombreuses à ne pas connaître ce concept. En fait, à l'origine, c'est un livre qui est paru en 2005, écrit par deux auteurs, deux professeurs d'université, Chan Kim et René Mauborgne, qui sont professeurs en fait dans une business school, dans une école de management en France, enfin, qui a des campus en France et puis en Asie, qui s'appelle l'INSEAD. C'est une école qui forme c'est pas une école avec des cycles de formation pour des étudiants classiques, c'est plus pour de la formation continue de dirigeants. Et puis, donc, ils ont travaillé en fait sur cet ouvrage-là pour proposer en fait une approche un peu différente de comment on considère en fait les stratégies concurrentielles au sein d'une industrie. Et puis eux, ils avaient été pas mal marqués par le déclin de l'industrie automobile américaine, qui a dû subir la concurrence en fait des voitures asiatiques, japonaises notamment. Et puis ils se sont dit, mais il y a peut-être d'autres façons de faire que d'être uniquement en réaction, ou alors d'avoir des produits qui ressemblent à ceux de la concurrence. Et donc ils ont vraiment fait des recherches académiques, des recherches opérationnelles pour faire émerger de nouveaux concepts dans ce domaine-là. Et puis, l'idée aussi qu'ils ont eue derrière, c'est de dire, quand on regarde en fait les approches des dernières années dans le domaine de la stratégie d'entreprise, il y a un auteur qui se démarque, qui s'appelle Michael Porter, qui est professeur à la Harvard Business School et qui a travaillé sur, c'est un peu le pape, entre guillemets, de la stratégie, de l'économie industrielle. Et puis, lui,
son questionnement en fait, principal de ces recherches, c'est qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va dégager de la profitabilité, va dégager des marges et des profits au sein de son industrie. Ça, c'est ce qui l'a occupé, je dirais, pendant de longues années en termes de recherche. Donc, il y a eu plusieurs modèles, plusieurs approches qu'il a déposées. Et notamment, une approche intéressante, c'est pour Michael Porter, c'est de se dire, bah, finalement, quand on est une entreprise qui évolue au sein d'un secteur où il y a de la compétition, où il y a de la concurrence, la meilleure façon, le meilleur choix à faire, c'est de faire un choix entre une stratégie de différenciation ou une stratégie de coût. Parce que si vous ne faites pas de choix, si vous êtes, comme il l'appelle, stuck in the middle, si vous êtes collé au milieu, si vous êtes hésitant, bah, vous allez quand même produire de la profitabilité, de la rentabilité, mais elle ne sera pas à son niveau maximal, en fait. Donc, lui, ce que disait Michael Porter, et ce qu'il dit toujours, en fait, c'est de dire, bah, voilà, vous devez faire un choix entre être très différenciant ou alors être en capacité de produire des volumes importants à un coût très faible. Pour faire simple, si je reprends mon exemple de l'industrie automobile, bah, si votre stratégie, c'est d'être dans le cost leadership, c'est dans la stratégie de coût-volume, bah, vous êtes une marque comme Toyota, par exemple, qui fabrique des millions de voitures avec des coûts unitaires très faibles et qui a des marges en fait, assez faibles, mais pour qu'elle puisse en fait, dégager une forte rentabilité, il faut qu'elle vende beaucoup de véhicules. À l'opposé du spectre, vous pouvez vous appeler Maserati, Ferrari ou Rolls-Royce. Vous êtes dans une stratégie de différenciation. Là, vous vendez peu de volume, peu de voitures, mais chaque voiture vendue va dégager un profit tellement fort que ça va augmenter considérablement votre niveau de profit. Donc, là aussi, pour simplifier, ben, à gauche, les stratégies de différenciation, toutes les entreprises qui sont dans le domaine, par exemple, du luxe, l'industrie du luxe, et puis le cost leadership, c'est des industries dans lesquelles vous êtes en mesure de produire beaucoup avec des marges unitaires faibles. Et pour ça, il faut que vous ayez des débouchés et que vous puissiez faire du volume. Donc ça, c'est le point de départ. Et ce n'est pas le point de départ de la stratégie Océan Bleu, hein, c'est le point de départ en fait, de la réflexion de nos deux auteurs, Chan Kim et Mobor. Eux, au contraire, ils disent, mais ça c'est vrai, c'était vrai dans le monde d'avant. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. Les entreprises d'aujourd'hui, si elles veulent être innovantes, si elles veulent attirer une nouvelle demande, il faut qu'elles se mettent dans une stratégie qui va relier en fait, les deux approches. C'est-à-dire qu'il faut faire en même temps de la différenciation et puis du low cost pour s'ouvrir en fait, de nouvelles parts de marché pour aller capter une nouvelle demande. Donc là, c'est une révolution un peu dans l'approche de l'innovation. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises qui réussissent à faire de l'innovation, à se distinguer sur une industrie, sur un marché, elles sont en mesure de mener de recombiner une offre qui va faire en sorte que leur nouvelle offre, leurs nouveaux produits, leurs nouveaux services vont être très différenciants, vont apporter beaucoup de valeur en fait, aux clients, tout en réduisant en fait, leur structure de coût par rapport à ce qui se fait dans leur industrie d'origine. Alors, comment ils ont trouvé ça en fait? Ils se sont appuyés sur un certain nombre d'études auprès de compagnies qui ont lancé des nouvelles activités, hein, qui ont fait de l'innovation. Et ils se sont aperçus en fait qu'il y avait deux types d'innovation pour faire, là aussi je simplifie, une innovation de type incrémental. Ben, c'est quoi une innovation incrémentale? C'est une innovation un peu step by step. Chaque année, je sors une nouvelle version de ma gamme, une nouvelle version de mon produit. Je fais des petites améliorations. C'est des petites améliorations. Ça va chercher peut-être une nouvelle clientèle, mais de façon peut-être assez marginale. Et puis, ils ont vu que parmi les compagnies étudiées, il y en avait certaines, pas beaucoup, qui faisaient de l'innovation stratégique, de type Blue Ocean Strategy, donc stratégie océan bleu. Et en fait, ces entreprises-là faisaient ce qu'on appelle une forme d'innovation radicale
et pas incrémental. Mais bien sûr, ça concernait assez peu d'entreprises. Hein. Quand on regarde le pourcentage, ça considérait que 14% finalement des compagnies qui sont étudiées. Ok, je voyais une réaction dans le chat. 14% en fait finalement du total des innovations étaient des innovations de nature radicale, mais ces 14%-là en fait avaient un impact de 38% en termes de revenus, c'est-à-dire de chiffre d'affaires, et là où c'était intéressant, c'est que ces 14% avaient un impact en termes de profit de 61%. Donc, clairement, la conclusion des auteurs, c'est de dire effectivement les innovations de type innovation stratégique océan bleu, ça ne concerne pas beaucoup d'innovation, mais par contre, c'est un outil extraordinaire pour faire des revenus et pour faire de la marge, et qu'il faut avoir en fait dans son portefeuille d'innovation. En fait, c'est deux types d'innovation, de l'innovation incrémentale, c'est important, mais bien sûr aussi de l'innovation de type stratégie océan bleu. Et ils se sont mis à étudier différentes entreprises, et puis ils ont vu finalement celles qui ont réussi en mettant en place des stratégies océan bleu. Vous voyez là des marques que vous connaissez sûrement, le Cirque, du Soleil, la console de jeu Nintendo Wii, le vin Yellowtail, Skype, Southwest dans le domaine aérien, Apple, Salesforce dans le domaine des CRM, Curves pour les salles de fitness, Starbucks, prêt à manger, même dans le domaine pharmaceutique, Viagra, c'est un exemple de stratégie océan bleu, Wikipédia et Amazon, etc. etc. Il y en a plein, il y a plein d'entreprises et de marques connues qui se sont lancées dans des stratégies océan bleu avec de très belles réussites. Alors, plutôt que vous passez en revue les différents concepts et de le faire de façon un peu académique, je vais vous partager une histoire en fait. Une histoire on va dire comme une start-up en fait, une histoire d'entreprise qui a innové de façon très forte au sein d'un secteur d'activité qui est un secteur d'activité très mature pour lequel on a l'impression qu'il n'y a que des gros acteurs en place et qui se passe pas grand-chose en fait dans ce secteur, donc c'est compliqué d'innover. Et pourtant, l'exemple que je vais prendre, c'est dans le domaine de l'industrie des services financiers, dans le domaine de la banque. C'est sûr qu'on a tous, je pense, autour de cette table virtuelle, on a tous des comptes en banque. Bon, c'est compliqué de voir l'innovation dans le domaine de la banque. Et pourtant, il y a eu deux personnes, en fait, qui, il y a quelques années, se sont dit, mais il y a peut-être une autre façon de faire de la banque. Il y a peut-être une autre façon de proposer des services bancaires. Il y a peut-être des populations qui ne sont pas touchées, enfin qui ne sont pas clientes directement des banques. Contrairement à ce qu'on peut penser, 100% des Québécois ou des Européens, peu importe, ou des Canadiens, ne sont pas bancarisés. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage parfois non négligeable de la population qui n'a pas de compte en banque et qui donc a quand même des besoins financiers, des besoins de services, des besoins transactionnels, et ces besoins-là n'étaient pas vraiment adressés. Alors, quand ils sont partis de leur réflexion, ils ont regardé leur industrie, ils ont regardé leur secteur d'activité, c'est-à-dire le secteur de la banque, puis ils ont dit, là, c'est le cas, cette innovation a eu lieu en France, mais vous allez voir que c'est à peu près pareil au Québec. Ils se sont aperçus que le secteur bancaire était dominé par 6 gros acteurs. Ces 6 grosses entreprises, en fait, représentaient 90% de la part de marché. Ce qui est valable pour la France l'est aussi pour le Québec. Si on regarde le secteur bancaire au Québec, par exemple, si on prend la RBC, la Scotia, BMO, CIBC, la TD, Desjardins, peu importe, on a un très petit nombre d'entreprises qui dominent en fait le marché, et puis c'est compliqué d'aller trouver des acteurs plus petits sur ce secteur. Néanmoins, ces banques en place, donc ces grosses entreprises, ont vu une évolution des comportements, notamment chercher à séduire une clientèle assez jeune, et puis elles se sont dit, ce serait bien qu'on crée des banques en ligne, un peu l'équivalent ici de Tangerine. Et puis chacune des banques s'est mise à créer sa banque en ligne avec des tarifications
moins cher, et puis avec un ciblage de clients qui était plutôt un ciblage de jeunes, de population plus jeune, avec la possibilité d'utiliser la banque en ligne, d'utiliser la banque sur mobile. Voilà. Donc, c'est ça qui s'est passé au niveau de l'innovation, mais malgré tout, quand on regarde bien ce qui se passait, pas de grande innovation. Elles continuaient, en fait, ces banques à se battre finalement dans cet océan rouge. Je crois que vous avez compris maintenant l'image, en fait, la métaphore, il y a un océan rouge, c'est-à-dire c'est votre industrie, votre secteur d'activité, votre compétition dans laquelle vous vous battez. Et puis de cette bataille, il ne peut en sortir que du sang, entre guillemets, parce que chacun il perd un peu de ses plumes, il perd un peu de ses profits. Et personne vraiment ne réfléchissait à comment aller se créer un océan bleu, c'est-à-dire un espace encore vierge de concurrence pour aller capter une nouvelle demande. Et ces deux créateurs d'entreprise, ces deux entrepreneurs, ont une idée assez simple. Ils ont dit, mais finalement, qu'est-ce que ça prend d'ouvrir un compte en banque? Ça, c'est une question à laquelle qu'on ne se pose plus, que personne vraiment se pose. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce que ça demande d'ouvrir un compte en banque? Pour ouvrir un compte en banque, pour un particulier, ça demande d'identifier effectivement la banque avec laquelle vous voulez, dans laquelle vous voulez ouvrir votre compte. Ça demande de prendre un rendez-vous avec la filiale locale de cette banque, de préparer un certain nombre de papiers, des papiers d'identification, type permis de conduire, je ne sais pas moi, preuve d'identité, d'amener en général vos bulletins de salaire, d'amener une preuve de domicile, de remplir un certain nombre de papiers. Parfois, c'est fastidieux de répondre à un certain nombre de questions personnelles du banquier. Et puis, en général, quand le conseiller bancaire fait bien son travail, il est tenté de vous présenter en fait la liste de tous les services que propose la banque. Comme on est tous des gens très polis, on écoute en général, et puis c'est un rendez-vous qui dure 1h30, 2 heures. Et puis, à la fin de ce rendez-vous, vous devez attendre à peu près une semaine dans le meilleur des cas, pour avoir votre carte de débit ou de paiement, de crédit, et puis le code qui arrive par la suite. Donc, c'est comme ça que fonctionne en fait la plupart des institutions financières, la plupart des banques. Eux, ils se sont dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon, de faire pour permettre au XXIe siècle d'ouvrir un compte en banque? Et est-ce qu'il n'y a pas finalement, il n'y aurait pas une certaine typologie de clientèle qui pourrait être intéressée par une nouvelle façon d'utiliser des services bancaires? Et alors, le temps avance, donc je vais vous donner un petit peu ce qu'ils ont eu comme idée. Ils ont créé en fait une marque qui s'appelle le compte Nickel. Avec je vais quand même vous poser une petite question. Dans le domaine de la banque, qu'est-ce qui coûte cher à opérer en fait quand on est une banque? C'est d'avoir en fait des succursales, donc de payer des loyers, d'ouvrir des succursales, de gérer en fait les bâtiments. Ce qui coûte cher, c'est le staff, en fait, c'est les ressources humaines, c'est le matériel informatique. En fait, tout ça, ça coûte très cher. Eux, ils ont eu une idée, ils ont dit, mais on va faire de la banque avec une approche un peu détournée. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée donc pour proposer des services bancaires? Ils ont eu une idée de distribution des services bancaires de nature un peu différente. Ils ont dématérialisé la banque. Ok, merci Agnès. Est-ce que vous avez d'autres idées? C'est quoi une idée toute simple finalement, auquel beaucoup de gens n'avaient pas forcément pensé? Un accès immédiat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une idée de ce qu'ils ont pu proposer comme innovation? Le temps, pas d'argent liquide, tout en virtuel. Ok. Alors, c'est intéressant, mais ils ont une idée en fait assez basique.
Ils se sont dit, mais bon, c'est sûr que dans une banque, il y a pléthore de services possibles. OK? Mais est-ce que tout le monde a besoin d'autant de services, finalement? Bah, la réponse a été non. Ils se sont dit, il y a des gens qui ont besoin d'ouvrir un compte rapidement juste pour faire des opérations de base. Et leur idée, en fait, l'idée qu'ils ont mis en place, c'est de travailler sur un petit terminal comme ça qui ressemble en fait à la taille d'un laptop. Et ce terminal-là, l'idée géniale, c'est qu'ils l'ont installé en France, ce qu'on appelle dans les bureaux de tabac, mais on va dire chez l'équivalent en fait des dépanneurs au Québec. Bon, des dépanneurs, on s'entend ici au Québec, il y en a quasiment dans toutes les petites villes, dans tous les petits villages. Et justement, en fait, ça a été une idée de s'affranchir comme ça, en fait, des coûts de structure et simplement, en fait, avoir comme un terminal bancaire. Alors, ils ont quand même travaillé quelques années avant sur le terminal qui est installé donc comme un petit terminal électronique, un peu même un terminal qui ressemble à quelque chose comme vous voyez les terminaux pour jouer au loto, là, c'est assez simple, ça permet de scanner en fait un document d'identité. Vous achetez en fait, vous allez chez le dépanneur, vous achetez un petit coffret, là, une box qui s'appelle le compte Nickel, dans lequel il y a une carte de paiement Mastercard. Et puis, vous, sur le terminal qui est le terminal électronique, vous allez scanner en fait votre ID. Et puis, automatiquement, le système fait un check de on va dire, de l'équivalent de votre code de crédit. Et puis, dans les 10 minutes qui suivent, vous déposez, je crois, $50 sur votre compte, vous repartez avec votre carte et puis vous pouvez commencer à faire des transactions. Et ça, c'était intéressant parce que l'idée qu'il y avait derrière, c'était de réduire considérablement les frais bancaires annuels. Donc, il faut savoir qu'en Europe, par exemple, dans les réseaux traditionnels, on n'est pas loin de les coûts liés à la détention en fait d'un compte bancaire, de carnet de chèques, de carte de paiement, enfin de tous les services que propose la banque, on est quand même pas loin de $400, 350, $400 par an de frais, hein, tout simplement. Et eux, ils ont dit, non, nous, il y a quand même une population qui n'est pas en mesure, pour X raisons, de payer ces frais-là ou qui ne souhaite pas les payer. Et donc, on va configurer finalement une offre qui va aller chercher cette clientèle-là. Et le fondateur de ce concept, en fait, Hugues Lebray, qui lui, a quand même travaillé pendant longtemps dans une grande institution bancaire, son idée, elle était toute simple, en fait, c'est de revenir aux basics, en fait, aux fondamentaux de la transaction. Et il s'est dit, il y a des populations qui veulent uniquement un compte bancaire pour pouvoir payer et être payé, tout simplement. Recevoir parfois de l'argent, recevoir un salaire et puis payer. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de prêts, ils n'ont pas besoin d'hypothèques, ils n'ont pas besoin de placer de l'argent à la bourse, ils n'ont pas besoin d'assurance, etc., etc. Ils n'ont pas besoin de gérer des découverts et puis de payer des frais associés. Ils ont juste besoin de deux choses, pouvoir payer, acheter, faire des transactions simples et puis recevoir de l'argent. C'est tout. Alors, pour payer et recevoir de l'argent, ce n'est pas utile de payer des montants comme 400 ou $500 par an pour avoir toute la panoplie des services bancaires. Et donc, ils se sont mis à créer en fait leur structure, ils ont regardé leur marché et puis ils ont dit, mais parmi ce qu'on appelle en fait tous les non-clients traditionnels de l'industrie bancaire, c'est-à-dire tous ceux qui sont pas vraiment des clients. Comme je vous l'ai dit, il y a une partie en fait des gens qui ne sont pas bancarisés ou qui ont besoin d'autre chose, ou qui ont un compte principal, mais qui ont besoin par exemple pour des aspects professionnels ou parce qu'il y a des situations de vie qui leur demandent d'avoir un nouveau compte. Ces gens-là ont besoin de services bancaires, de services financiers plutôt low cost, donc pas cher, d'ouvrir facilement et rapidement un compte en banque, d'avoir une offre qui est très lisible et qui va à l'essentiel, qui évite par exemple de vous facturer des frais quand vous utilisez votre carte de paiement et que vous voyagez. Là, c'est dans le cas de compte Nickel en dehors de la zone euro, qui vous donne une information en temps réel en fait, de vos dépenses et de votre budget, qui sécurise tous vos paiements en ligne, qui ne vous oblige pas à avoir un minimum de revenus pour ouvrir un compte,
et puis qui propose aussi un réseau de distribution, un réseau d'accès intéressant au niveau des bars, des brasseries ou des dépanneurs, parce que on sait que c'est présent sur l'ensemble des petits villages, des petites villes, peu importe, que ce soit en Europe euh, ou ici au Québec. Et donc, ils sont allés chercher en fait une nouvelle typologie de population, ce qu'on appelle des non-clients. Alors, ça peut être des gens qui, comme je vous l'ai dit, qui ont déjà un compte en banque dans une banque traditionnelle, mais qui veulent un nouveau compte bancaire, par exemple, pour isoler et identifier des dépenses professionnelles, s'ils sont travailleurs autonomes. Ça peut être des gens qui, par exemple, vivent en colocation et qui ont besoin d'ouvrir un compte pour partager des dépenses. Ça peut être pourquoi pas, des itinérants. Ça peut être des personnes, des aînés, des personnes d'un certain âge qui ne se sentent pas forcément en sécurité dans les succursales bancaires et qui pourraient comme ça aller chez le dépanneur où il y a tout le temps du monde, où il y a tout le temps de la présence pour aller retirer de l'argent. Peut-être des gens qui voyagent et qui veulent éviter de payer des frais sur chaque transaction qui est réalisée à l'étranger. Bref, ils ont identifié en fait un bassin, un potentiel important de clients qui ne sont pas directement des clients de l'industrie bancaire traditionnelle auxquels ils ont proposé cette offre-là, qui est une offre finalement de nature stratégie océan bleu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont regardé leur industrie et puis ils ont dit, il y a dans l'industrie des services financiers un certain nombre d'éléments qui, pour créer une innovation, ne sont plus vraiment d'actualité. C'est-à-dire des critères de concurrence qu'on peut éliminer, des critères de concurrence sur lesquels on peut réduire notre impact. Au contraire, des critères de concurrence sur lesquels il faut vraiment porter l'attention, augmenter la valeur, et puis il fallait créer aussi de nouvelles choses pour attirer cette clientèle-là. Eux, en fait, leur idée, c'est de dire, moi, je vais faire de la banque sans la banque, c'est-à-dire je vais enlever tous les coûts associés aux succursales. Je vais enlever tous les produits et services connexes qui n'ont pas d'importance pour cette clientèle-là. Je vais considérablement réduire mes budgets marketing et de communication. Je vais carrément même éliminer, je vais réduire en fait le critère qui demande de qualifier les personnes pour être clients des banques. Je vais réduire tout ce qui est tarification optionnelle. Il y a qu'un seul prix unique pour accéder au compte nickel. Au contraire, je vais jouer à fond le jeu de l'expérience client et de la simplicité et de la facilité d'ouverture de compte. Et puis, je vais créer aussi quelque chose qui est important, donner au client en fait une information en temps réel sur ses finances, sur ses dépenses, sur son budget, pas de possibilité d'être à découvert, et puis finalement, proposer des services bancaires traditionnels, mais sans un réseau de banques. Et ça, on va le retrouver sur un document qui est sur un outil qui est le premier outil de la stratégie Océan Bleu, c'est ce qu'on appelle le Canvas Stratégie. Et ben, le Canvas stratégique, en fait, c'est une représentation graphique des offres en présence dans votre secteur concurrentiel. En quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à se dire quels sont les critères, les attributs de mon offre ou de mes produits et essayer de comparer un petit peu je dirais, le niveau de performance de vos concurrents sur chacun des critères. Je vous ai cité, là il y en a 9 ici. Ils les ont identifiés comme étant des attributs de valeur importants pour les clients. Et puis, sur chacun des critères, en fait, ils vont faire une sorte d'évaluation de performance selon que l'entreprise est faiblement performante, moyennement ou fortement performante. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, vous voyez deux courbes. Il y a une courbe rouge et une courbe orange, en fait, qui se ressemblent plus ou moins. L'offre proposée aux clients par les réseaux bancaires traditionnels est assez proche finalement de ce qu'ils proposent en ligne, en digital. Le seul truc qui change, c'est que la tarification est beaucoup plus faible en fait quand on opère avec une banque en ligne plutôt qu'un réseau traditionnel. Donc les courbes rouge et orange sont assez proches sur 8 critères sur 6 critères sur 7 et diffèrent sur un seul des critères. Et par contre, eux, en fait, en créant le compte nickel, ils ont voulu innover, donc ils ont choisi, en fait, comme je vous l'ai dit, de réduire en fait leur structure de coût par rapport au réseau traditionnel. Donc, ils ont volontairement décidé de
réduire leur impact, leur performance sur certains critères et au contraire d'être plus performants sur d'autres et d'inventer des choses un petit peu nouvelles. Là, c'est les deux aspects qui ont été créés. Un aspect expérientiel avec le fait de mettre les terminaux chez les dépanneurs et puis un aspect un peu plus fonctionnel qui est de proposer aux gens une information en temps réel sur ces dépenses. Donc voilà, ben ça donne une courbe bleue qui est la courbe de la stratégie Océan Bleu. Cette innovation-là, c'est une innovation de nature radicale et ça a été quelque chose qui a plu au public. Alors, bien sûr, ça a été enfin, bien sûr. L'histoire nous montre que ça a été un succès en fait assez rapide puisque dans un marché qui était hyper concurrentiel, où il y avait finalement très peu de mouvements, très peu d'innovation, en très peu de temps, ils ont réussi. Alors là, je sais plus de quand date cette statistique-là. Je pense que c'est fin d'année dernière ou début de cette année. Ils ont ouvert pratiquement 1,5 million de comptes. Ça a été un véritable engouement pour la population. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a pu se passer en termes stratégiques au niveau de cette start-up? Vous avez une idée devant ce succès-là? C'est quoi la suite de l'histoire? Vous pouvez me répondre dans le chat. Les banques ont copié. Ça, la copie, c'est une réaction traditionnelle c'est une réaction traditionnelle de la compétition. Rachat par une banque traditionnelle, eh ben oui, Sabine, super réponse. Ça a été tellement un succès que ça a été racheté par BNP Paribas, on va dire, qui est un peu l'équivalent de la TD ici. Alors, ils leur ont fait. Le montant n'a pas été officiellement dévoilé, mais on croit savoir que c'était une offre aux alentours de 300 millions de dollars pour racheter cette innovation. Alors, c'est sûr que c'est difficile de résister à un chèque de 300 millions de dollars, d'autant qu'en fait, les deux créateurs se sont retrouvés au sein du groupe BNP Paribas, en fait, pour continuer à développer en fait, la banque Nickel, l'offre Nickel, et puis aller vers l'international, dupliquer le modèle à l'étranger, et puis aller chercher une nouvelle typologie de clientèle. Donc voilà, à travers cet exemple, en fait, je voulais vous montrer un petit peu ce que c'est l'approche, en fait, le raisonnement de la stratégie Océan Bleu, c'est comment aller un peu à contre-courant de son secteur d'activité, de son industrie, de sa compétition sur un certain nombre de critères qu'on peut identifier. Alors très vite, pour aller un petit peu plus loin, la plupart du temps, quand on est dans un secteur d'activité, on représente les points rouges, hein, c'est nous et puis l'ensemble de nos compétiteurs, et puis on se bat pour aller chercher les clients, pour aller chercher la demande existante, et puis on se partage des petits bouts, des petites parts de marché. Mais la compétition, comme vous l'avez compris, en fait, c'est un océan rouge, finalement. C'est là où on se bat beaucoup, mais on se bat souvent sur des marchés saturés où la demande est faible. Si on se place du point de vue du client, les produits, les services sont similaires. On se bat pour piquer des petits bouts de part de marché à nos concurrents. On est très challengé parfois sur les prix. Ça nous fait baisser nos marges et puis on perd des clients. Au contraire, quand on est dans une logique d'océan bleu, la logique, c'est en fait de sortir de ce carré en fait, de petits points rouges pour être innovant et puis vous créer cet espace qui est encore inexploré et créer une nouvelle demande. Alors, pour ça, pour se créer un nouveau marché, il faut déjà comprendre ce qu'est un marché. Un marché, en économie, c'est assez simple. En fait, c'est le point de rencontre de l'offre et de la demande, en fait. Donc, il faut qu'il y ait une offre, il faut qu'il y ait une demande pour cette offre, et puis le point de rencontre fait qu'il y a un prix d'équilibre sur lequel les acheteurs et les vendeurs se mettent d'accord. Maintenant, puisqu'on parle de créer de nouveaux marchés, de faire de l'innovation, on peut se poser la question, c'est quoi un nouveau marché, finalement? À votre avis, c'est quoi un nouveau marché? Une idée?
C'est un besoin qui n'est pas comblé, c'est anticiper la demande. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, si on continue dans ma définition de l'offre et de la demande, c'est un espace où n'existe ni offre ni demande. Alors, quand on réfléchit bien, on peut se dire, bah, est-ce qu'il y a des espaces où il y a des offres qui existent, mais il n'y a pas de demande? Alors, bah, oui, il y en a plein. Moi, je vous en cite un parmi des centaines ou des milliers. Par exemple, des marques, des entreprises qui produisent des téléphones satellitaires. Bon, des gens qui ont besoin d'avoir un téléphone qui se connecte au satellite pour relayer les communications, ça existe, mais il y en a assez peu. Donc, il y a une offre, mais il y a la demande, en fait, pour ce type de bien, elle est très, très faible. A contrario, est-ce qu'il y a des espaces de marché dans lesquels, en fait, il y a une forte demande potentielle, mais il n'y a pas d'offre encore en face? Ben là, en général, on pense au domaine de la santé. Ben, c'est sûr qu'en ce moment, si on avait un vaccin pour enrayer la COVID-19, ce serait extraordinaire. Donc, il y a quand même une forte demande potentielle, mais il n'y a pas que dans le domaine qu'on vit actuellement. Il y a plein de pathologies, mais il n'y a pas encore d'offres parce que la recherche n'est pas là, parce que les industriels n'ont pas encore développé des offres. Donc, la question qu'on peut se poser, ben, c'est comment finalement passer de l'océan rouge à l'océan bleu au sein de son industrie. Comment passer d'un secteur qui est hyper concurrentiel, compétitif, à un secteur qui va naître, qui va émerger. Donc, pour ça, les auteurs de l'ouvrage Stratégie Océan Bleu ont travaillé sur un certain nombre de concepts. Il y en a une quinzaine, alors on ne va pas les voir aujourd'hui, hein, c'est juste une petite introduction. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours aller peut-être soit acheter l'ouvrage, soit pour plus tard, dès qu'on aura repris nos activités sur les campus, venir à un atelier qui dure un peu plus longtemps sur lequel on regarde l'ensemble de ces concepts. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de l'océan rouge, bien sûr, vous êtes dans des secteurs où il y a beaucoup d'acteurs en place sur un secteur. Et puis l'océan bleu, vous l'avez compris, c'est pendant un temps, vous allez être un peu seul sur votre espace de marché. Dans l'océan rouge, on arbitre entre domination par les coûts ou en général différenciation. Pour se créer un océan bleu, il faut faire les deux en même temps. Il faut combiner réduction des coûts et différenciation. Au niveau de la logique de la compétition dans l'océan rouge, la logique, c'est de l'emporter sur la concurrence, faire mieux que la concurrence. Au niveau de l'océan bleu, c'est carrément mettre la concurrence hors jeu, ne plus s'en préoccuper. Et puis, dans l'océan rouge, en fait, en général, on avance, on conserve son offre actuelle et puis on innove par incrémentation et puis on exploite la demande existante. On cherche plutôt à aller chercher la demande qui est cliente de nos compétiteurs. Dans l'océan bleu, on se crée une offre basée sur l'innovation-valeur et puis on va aller créer et conquérir une nouvelle demande, non pas la demande actuelle du secteur, mais ce qu'on appelle les non-clients, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas, pour X raisons, clients de mon industrie. Non pas clients de mon entreprise, mais clients de mon industrie. Voilà, donc le concept important, c'est qu'il faut, juste en résumé, c'est intéressant d'avoir des innovations incrémentales et des innovations stratégiques de nature océan bleu. Le point important que vous avez compris, c'est que en fait, la démarche de l'océan bleu, elle se situe à l'intersection en fait, d'une approche qui vise à réduire en fait, vos coûts par rapport à ce qui est logiquement admis par l'ensemble de vos compétiteurs ou de votre industrie, mais tout en réduisant en fait cette structure de coûts, un peu comme l'a fait Compte Nickel dans le domaine de la banque, en se disant moi je vais réduire tous les coûts associés au fait d'avoir des succursales, au fait d'avoir du staff pour servir les clients. Il faut parallèlement en fait à cette démarche-là de réduction des coûts augmenter la valeur que vous allez apporter à vos clients et la valeur que vous allez apporter à une nouvelle demande que vous allez tenter d'identifier sur votre secteur d'activité. Et puis, comment faire? Un des premiers outils vraiment qu'on peut manipuler, et en général, on le fait comme ça quand on est en présentiel, c'est ce canevas stratégique que je vous ai montré tout à l'heure pour le compte Nickel et puis pour l'ensemble des acteurs de l'industrie. C'est d'essayer de construire ces courbes-là, ces courbes rouges, ces courbes bleues. Alors, parfois, il y en a 2, parfois, il y en a 3, il y en a 4, selon la nature de la compétition dans votre industrie ou dans les industries connexes à votre secteur d'activité, de commencer par construire les courbes rouges, c'est-à-dire déjà faire un état
c'est quoi la concurrence, en fait, comment se comporte votre compétition sur l'ensemble des facteurs que vous avez identifiés. Et puis, une fois que vous avez identifié cette ligne rouge ou ces 2 ou 3 lignes rouges des compétiteurs, c'est de se dire, bah, OK, voilà les courbes un peu de mes compétiteurs. Comment moi, je pourrais innover en faisant varier certains critères en termes de performance sur mon industrie. Et c'est ce travail-là, en fait, un peu itératif, comme ça, seul ou avec vos collaborateurs, votre conseil d'administration, peu importe, qui va vous permettre justement de commencer à initier une stratégie Océan Bleu. Donc, il faut identifier un certain nombre de critères, vous voyez, tous les critères que vous mettez en fait sur l'axe horizontal. Donc, ça peut être des critères qui ont trait au produit, à la distribution, au prix, à la promotion. Ça peut être des critères tangibles de votre offre, ça peut être des critères intangibles. Il y a toute une possibilité de critères. Ça dépend beaucoup de votre secteur d'activité. Je vous donne aussi un exemple dans un domaine qui n'a rien à voir, c'est le domaine de, par exemple, où évolue le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, c'est une vraie stratégie Océan Bleu, où ils se sont, partant en fait de l'industrie du cirque traditionnelle, ils ont conçu en fait, un peu peut-être par hasard, parce qu'à l'époque où ça s'est créé, il n'était pas, le livre n'était pas sorti, l'approche n'était pas sortie, mais ça a été comme une formidable intuition en fait, de Guy Laliberté et de ses associés de se dire, dans un domaine qui est traditionnellement un domaine où les clients types, en fait, la demande type, ce sont des familles avec des enfants qui amènent les gens voir un spectacle de cirque avec une tarification qui est peut-être de l'ordre de 30, 40, 50 dollars. Avec les clowns, les animaux, peu importe. Ils ont dit, bah, si on crée en fait une forme de cirque qui est un cirque dans lequel je m'adresserai plutôt à une clientèle d'adultes qui seraient prêts à payer plus cher, mais ça demande derrière de revoir un certain nombre de critères, de réduire en fait les coûts traditionnels du cirque pour aller déplacer un petit peu mon offre, ma valeur sur d'autres critères, notamment toute l'approche artistique, musicale, la chorégraphie, le travail des artistes. Vraiment, c'est une reconfiguration totale de l'industrie du cirque. Donc, plutôt que de se battre contre des acteurs plutôt gros ou voire moyens et faire la même chose avec des petites modifications légères, ils ont la force de l'intuition en fait des fondateurs leur a permis justement de créer une offre en rupture. Et puis voilà, maintenant aujourd'hui, on sait le succès que représente cette approche sur cette industrie, même si, et je vois que le temps file, même si c'est compliqué en fait de savoir à quelle industrie on identifie le Cirque du Soleil. Est-ce que c'est l'industrie du cirque? Est-ce que c'est l'industrie je sais pas moi, des comédies musicales, du théâtre, de l'opéra, de la danse? C'est pas simple en fait. Eux, ils sont à l'intersection de plusieurs industries et c'est peut-être ça aussi qui fait en fait le succès, c'est d'avoir su prendre des attributs de valeur, des critères de plusieurs industries, de les avoir recombinés et d'avoir créé en fait une offre assez innovante. Donc voilà pour un premier, je dirais pour un premier niveau d'information sur la stratégie Océan Bleu. Ce que vous pouvez faire en fait à l'issue de cet atelier, en fait, c'est de lister en fait les caractéristiques, les attributs de votre offre ou de vos produits ou de vos services. Un peu, vous voyez ce qu'il y avait en fait sur l'axe horizontal, d'essayer d'en trouver peut-être une dizaine ou une quinzaine. C'est quoi les caractéristiques de mon produit, de mon offre? Essayez de voir s'il existe des offres ou des produits alternatifs pour les clients ou des offres ou des produits qui répondent aux mêmes besoins. Et puis, si oui, les lister avec précision. Et puis, se dire sur quels critères vous pensez apporter plus de valeur aux clients que vos concurrents. Donc, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Vous pouvez fonctionner comme ça. Vous mettez vos caractéristiques pour vous, votre entreprise. Vous allez peut-être simplifier un petit peu le travail en essayant d'identifier votre principal concurrent. S'il n'y avait qu'un compétiteur, ce serait lequel? Et puis, quelles seraient en fait ses caractéristiques? Et puis, de façon objective, de se dire, tiens, sur ce critère-là, est-ce que je suis moins bon que lui? Est-ce que je me situe au même niveau? Ou est-ce que je suis meilleur que lui? C'est un peu ça, la première démarche en fait, de la stratégie Océan Bleu, c'est de
positionner vos critères et puis d'identifier en fait les critères en place dans l'industrie à laquelle vous êtes rattaché. Voilà pour ce qui est des concepts. Comme je vous l'ai dit, vous avez 2 livres qui sont parus sur le sujet que vous pouvez trouver chez les libraires ou chez Amazon. Ça coûte quelques dollars et puis ils sont en français. Le livre intéressant, le livre de départ, c'est Stratégie Océan Bleu. Ils en ont sorti un l'année dernière qui est plus qui s'appelle Blue Ocean Shift, en fait, qui est plus, je dirais, qui cible plus, en fait, plutôt des consultants, les directeurs marketing qui veulent mettre en place ça au niveau des équipes de direction ou de gestionnaire. Mais le livre de départ qui se lit très facilement, c'est le livre bleu, la stratégie de l'océan bleu. Il y a beaucoup d'exemples, c'est très facile à lire et ça donne pas mal d'idées. Voilà, j'ai fait le tour de cette ce premier niveau en fait d'introduction à la stratégie océan bleu. Donc j'espère que ça vous a donné. Je voulais surtout vous raconter l'histoire d'un succès de la stratégie océan bleu pour voir un peu, pour comprendre, que vous compreniez un peu la logique qu'il y a derrière, plutôt que de rentrer dans les différents outils, parce que chaque outil vraiment prend du temps à mettre en place, mais surtout de comprendre cette capacité-là à aller innover en allant chercher une nouvelle typologie de demande, ce qu'on appelle des non-clients, en essayant de réduire sa structure de coût, en apportant plus de valeur. Voilà. Donc j'espère que ça vous a déjà donné peut-être quelques idées pour vos activités. Je suis à votre disposition si vous avez des questions sur le sujet.